RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet. Bonsoir Roselyne. Notre invité ce soir est Alexis Corbière. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, candidat donc de la France insoumise. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, le vainqueur de la primaire de gauche, comme à droite, n'est pas celui qui était forcément prévu ou attendu, Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon a théorisé le dégagisme, le fameux dégage, slogan du premier printemps arabe contre le président tunisien Ben Ali. Alors après Sarkozy, Juppé, Valls, les primaires sortent les sortants. Et pourtant, vous n'êtes pas un fan de l'exercice des primaires, loin de là, puisque vous le comparez au suffrage censitaire et vous le qualifiez d'exercice égotique. Mais quoi que vous en disiez ou vous en pensiez, c'est Benoît Hamon qui est sorti de la boîte avec quand même 58% des voix et près de 2 millions de votants. Alors dès dimanche soir, le vainqueur promettait le rassemblement des forces de gauche, mais visiblement ça n'en prend pas le chemin. On va en parler bien évidemment, mais avant cette affaire Fillon, donc François Fillon qui a les juges aux trousses depuis quelques jours, et cette affaire qui prend de l'ampleur, une addition qui flambe avec les dernières révélations ce soir du Canard enchaîné. Pénélope Fillon aurait touché au total 900 000 euros et il aurait employé, François Fillon, ses enfants comme assistants parlementaires pour 84 000, pardon. Là, je grossis l'affaire, entre 2005 et 2007. Alors, première question, qu'est-ce que vous inspire cette affaire? Et d'après vous, est-ce que François Fillon pourra tenir longtemps? Bon, comme tous les Français, c'est indigne. Il y a une forme de... Vous savez, moi je pense comme Montesquieu que la vertu doit être le fondement de tout gouvernement républicain. Et la particularité de M. Fillon en plus, c'est qu'il était rentré dans la primaire de la droite avec une phrase forte. Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen. Et on voyait bien les œillades qu'il envoyait. La vertu est-elle de ce monde? Il le faut. Non, franchement, je pense qu'il le faut. Du moins, moi, vous savez, je suis enseignant, je suis comme tout le monde, salarié. On parle de salaire de Madame Pénélope Fillon, qui est le double de ce que moi, comme un enseignant depuis 22 ans, je touche. Et je crois que beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces sommes? Déjà, fort importante pour faire des emplois qui manifestement ne sont pas prouvés, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est là que non, mais c'est là qu'est le problème. C'est totalement légal. Si voilà. Non, mais il y a plusieurs aspects que moi je dis la chose clairement. Je crois maintenant qu'il ne faut pas embaucher des membres de sa famille. Mais à la limite, le fait de travailler en vérité avec son épouse ou ses enfants pourrait faire sens. Il y a des commerçants qui travaillent comme ça. Là, ce qui est vraiment choquant, c'est qu'en vérité, il a extrêmement de difficultés à prouver la réalité de la fonction. J'ai même vu, moi, l'exemple de la revue des Deux Mondes. Alors, je parle à la mesure de ce que je lis dans la presse, hein, mais enfin, je crois quand même qu'il y a des choses... Mais comme ça, vue d'avion, est-ce que vous dites qu'il faut qu'il se retire ? Je crois qu'il aura du mal à continuer. Ça, je crois qu'aujourd'hui, ou alors ça va être un candidat en charpie qui la base sociale qui se reconnaissait en lui, à savoir d'une droite éthique, d'une droite propre, qui était en quelque sorte en contrepoint de ce que, avait un peu symbolisé M. Sarkozy. Bon, c'est là-dedans, je crois qu'il y a eu l'énergie chez les gens de droite qui l'ont porté, et je pense que les gens vont être indignés. Parce que je ne sais pas comment vous dire, tout le monde le voit bien. Quand, quelque part, quand on commence en disant... comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est la question de l'éthique, le rapport à la justice qui doit être clair, et qu'on s'aperçoit qu'il est quelqu'un qui... Franchement, c'est tous les pires comportements de la Ve République. Côté népotique, obscur, des amitiés avec des patrons de presse qui embauchent sa femme pour lui rendre un service, alors que les pauvres gens qui travaillent à cette revue découvrent des sommes folles. Enfin, voilà, je crois que là, vraiment, c'est un nouvel événement de cette campagne présidentielle, me semble-t-il, on va en parler, qui confirme le grand chamboule-tout dont on parlait. Oui. C'est-à-dire que rien n'est écrit. Vous voulez dire que même si ces emplois n'étaient pas fictifs, François Fillon devrait sortir au vu des montants, des sommes annoncées, et que sa famille ait pu en bénéficier? Moi, c'est mon opinion à ce stade, avec du poste qui est le mien, que quand même la légalité a été respectée, je pense que la moralité est atteinte. Voilà, je le dis, je mesure que c'est grave, mais je crois là, il y a des choses qui sont moralement quand même condamnables. Je crois, alors si je dis une sottise, mais quand j'observe... Madame Fillon a été assistante parlementaire, n'avait même pas un badge pour entrer à l'Assemblée nationale. Enfin, il y a des gens qui sont assistants parlementaires, c'est des métiers difficiles et qui peuvent se dire mais comment est-ce possible? Bon voilà, je crois que là vraiment on est tous choqués
Et il faudra en tirer des leçons politiques, on va en parler. Parce que c'est pas seulement arrose sur le baudet, mais qu'est-ce qu'on fait? La question est, est-ce qu'il y a quelque chose de pourri dans le Royaume de France? Puisque rappelons que c'est légal d'avoir une enveloppe. Jean-Luc Mélenchon, lui, a été sénateur. Il a sans doute bénéficié aussi de cette enveloppe-là pour ses assistants parlementaires. A-t-il, lui, par exemple, embauché des membres de sa famille ou des amis lorsqu'il était sénateur? Non mais attendez, alors non mais vous avez bien raison. Des membres de sa famille, non. Après la question, qu'est-ce qu'on appelle un ami? Moi je suis un ami de Jean-Luc Mélenchon, je milite à ses côtés, je n'ai jamais été son assistant, c'est pas le sujet, mais moi je suis pas choqué à l'idée que vous embauchez des gens qui sont on va dire vos camarades, pour reprendre un vocabulaire, ou des amis politiques. Donc on va pas non plus fonctionnariser le fait qu'il faudrait des gens que vous ne connaissez pas et que vous embauchez uniquement sur CV. Ouais. Le débat, une fois de plus, n'est pas celui-là. Moi après, il faut que les choses soient claires. Moi je ne suis pas choqué à l'idée. C'est pas un débat, c'est une question que je vous pose. Non mais j'entends bien, mais je le dis à travers je réponds à tout le monde. Moi après que... Mais sur Jean-Luc Mélenchon, a-t-il, lui, embauché des personnes de sa famille pour travailler avec lui? Jamais. Non, Jean-Luc Mélenchon a une fille qu'il n'a jamais embauchée d'ailleurs, et ça s'arrête là. Et évidemment, et je pense qu'il ne faut pas le faire par ailleurs, d'embaucher des gens de sa famille, que les choses soient claires. Je pense qu'il faut comprendre que c'est des choses qui peuvent choquer des gens. Après, que les choses soient claires aussi. Si on veut avoir des élus qui sont indépendants des puissances d'argent, moi je ne suis pas choqué à l'idée qu'un élu doit avoir des moyens de travailler. Parce qu'aussi une façon de rendre un élu finalement impuissant, c'est considérer qu'il n'a pas de moyens pour travailler, c'est-à-dire pas de collaborateurs, et c'est uniquement les élus riches, en quelque sorte, qui auront les moyens de travailler. Bon, donc, vous voyez, donc, il faut qu'il y ait de la morale, il faut qu'il y ait des règles. Il ne faut pas plus les payer, les parlementaires? Écoutez, un parlementaire perçoit près de 6 000 €, c'est quand même extrêmement élevé. On réintroduit un peu de morale dans cette pratique. Alors, revenons à l'essentiel. Moi, je suis pour une assemblée constituante et qu'il y ait un grand débat constituant dans ce pays. C'est une des propositions fortes de Jean-Luc Mélenchon, et qu'on passe en 6e République. Il faut en finir avec la monarchie présidentielle, et j'ai envie de dire que l'affaire Fillon est une déclinaison au niveau local quand même d'une concentration de pouvoir, d'une opacité. On le voit bien, il y a eu de multiples affaires qui sont succédées, que ce soit sous la présidence Hollande, que sous la présidence Sarkozy. Donc il y a un moment, cette colère qui monte, qui je crois structure tout le débat politique présidentiel, ce doute même sur... comment dirais-je, il n'y a plus d'acceptation de l'autorité dans le pays. Il faut nous rebrasser, nous refonder et discuter de ça. C'est pour ça que si Jean-Luc Mélenchon est élu, je crois que le fait qu'il y ait dans ce pays un grand débat constituant, avec des députés constituants, pour discuter quelles sont les règles communes, comment désormais nous voulons fonctionner, quels sont les droits nouveaux que nous voulons acquérir. Plus de cagnotte, par exemple ? Par exemple, mais moi je propose surtout un droit de révoquer les élus au cours du mandat. C'est-à-dire que si des gens... Sur quelle base ? La proposition que nous faisons, par exemple, des citoyens ont voté pour un élu. À partir de la mi-mandat, ils considèrent que ce qu'il fait n'est pas conforme à ce pourquoi ils ont élu. Les citoyens doivent avoir le droit, pourquoi pas fixons 10% du corps électoral, peut dire voilà, nous souhaitons que l'élection soit refaite, eh bien on refait l'élection. Mais pourquoi passer par une constituante? Il suffirait peut-être juste de vérifier si les gens qui sont employés et payés avec des deniers publics effectuent bien un travail, ce qui se fait à peu près partout. Oui, mais il faudrait embaucher peut-être des gens qui surveillent. Je crois que ça c'est plus d'emplois. Attendez, déjà, il va de soi que dans le cadre de la Ve République, il s'agit évidemment de vérifier qu'il n'y ait pas des comportements illégaux. Mais je crois que le mal est plus profond, c'est ce que je veux dire. Je crois qu'il y a des lois sur la transparence qui permettaient de vérifier ça. Qui ne sont pas toujours respectées, etc. Et puis même, on peut aller plus loin. Moi, j'observe que la proximité de puissance d'argent, parce que c'est aussi ça, moi. Il y a l'affaire de Madame Fillon, assistante parlementaire, et puis j'avoue que je suis choqué que aussi un patron de presse puisse embaucher quelqu'un. Enfin, ça démontre comment une porosité avec des milieux d'argent qui sont assez problématiques. Mais je crois, entendez ce que je dis, que le mal est tellement profond et qu'il y a un tel aujourd'hui dégoût, un tel rejet, que ça peut mal finir. Mais il faut que la réponse elle soit démocratique et que nos concitoyens on puisse dire voilà, maintenant on va discuter quels sont les droits nouveaux que nous voulons nous donner. Moi, par exemple, je propose la prise en compte du vote blanc. Il y a beaucoup de citoyens des fois qui disent ce second tour ne me va pas et ils sont impuissants et ils sont devenus... Bon, moi je suis pour qu'on se donne ces droits nouveaux. On est trop dans un rapport d'irresponsabilité parfois des élus. On part du principe qu'il y a une forme de banalisation, qu'on vote pour quelqu'un qui ne met pas en place son programme et on dit rendez-vous à la prochaine élection. Vous en avez parlé, la démocratie s'est rapprochée aujourd'hui avec Internet. On peut voir rapidement. Donc on peut imaginer un système avec des citoyens plus actifs, plus citoyens. Alors, justement, il a réagi. Pardon, Véronique. Comment il a réagi, Jean-Luc Mélenchon, quand il l'a vu? Est-ce que d'abord il a vu ces nouvelles révélations du Canard enchaîné? Comment il réagit? On connaît un peu, très éruptif, très sur, comme on dit, la puissance de l'argent. Il aime pas ça. Est-ce que comment? Alors, tout à l'heure, on regarde, comme vous savez, les dépêches tombent sur les téléphones. Oui. Bon, mais je veux dire, il est fidèle à ce qu'il a notamment exprimé. C'était la semaine dernière. Il y a une indignation, effectivement.
Franchement, presque une surprise, mais à la limite une confirmation que ça ne peut plus continuer comme ça. Et après, la nécessité d'une certaine gravité face au moment. Je le répète, cette colère populaire qui monte, c'est ça aujourd'hui qui caractérise toute la situation. Vous disiez à l'instant, il faut plus de démocratie populaire, participative, on imagine. Est-ce que ce n'est pas le cas? Et est-ce que ce n'a pas été illustré par ces primaires auxquelles on vient d'assister à gauche? Alors moi, je crois que ces primaires... Par ailleurs, donc. Alors, ces primaires, il y a 44,6 millions d'électeurs. Bon, elles ont rassemblé 4 millions pour ce qui est de la droite, près de 2 millions pour ce qui est de celle du Parti socialiste. Ça reste 3-4% du corps électoral. Et quand on le regarde sociologiquement, moi j'ai fait un petit livre qui s'appelle Le piège des primaires, on s'aperçoit que toujours ce qu'on voit, c'est que c'est le milieu urbain, éduqué, généralement... Oui, vous le comparez au suffrage censitaire. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de dire, attention, l'enjeu de tout... Oui, mais attendez, il faut comprendre. Oui. Non, mais le problème, c'est comment nous rapprochons, notamment les milieux populaires, majoritaires dans le pays, ouvriers et employés, rappelons que c'est plus de 54% de la population active. D'accord? Et si c'est ceux qui choisissent sont toujours les CSP+, comme on dit, je crois que on comprend ce que je veux dire, ceux qui sont intégrés encore à la vie politique, qui s'intéressent au débat politique, qui choisissent en quelque sorte de qui doit être le candidat, à travers souvent certains codes, etc., on en vient à avoir peut-être des surprises et on ne règle pas le problème de comment on implique mieux le citoyen. J'entends bien ce que vous dites, mais est-ce que l'autre problème n'est pas que dans une primaire, ça parle à un cœur d'un électorat et puis après, les candidats qui sont désignés vont parler à la France entière. Est-ce que le hiatus, il ne se situe pas pas là, dans le fond? Et on l'a vu à droite et à gauche, ça, on va dire, les voix vont vers les radicalités dans chaque parti. Mais qu'appelez-vous une radicalité? Est-ce que ma proposition de Fillon à convoquer une droite assemblée constituante est une forme de radicalité? Revenons à l'essentiel, parlons des propositions. Ce qu'il y a de passionnant, moi je dis à tous les Français, à ceux qui nous écoutent maintenant, lisez les programmes. Voilà, lisez tous les programmes, le mien, mais ceux des autres, et faites-vous une opinion. Ne soyez pas... Arrêtons ce pouvoir d'injonction, parfois des sondages, de dire un tel ou un tel. Faites-vous une idée de qu'est-ce qui est bon pour ce pays. Et moi, ce que je termine une autre critique vis-à-vis de ces primaires, c'est qu'elles visent à définir un camp. Et moi, avec Jean-Luc Mélenchon, nous l'avons dit, je ne crois pas qu'aujourd'hui, cette colère et cette indignation qui montent dans le pays peut se retrouver derrière un candidat du Parti socialiste. Donc, c'est un peu ce qui a eu lieu. Le Parti socialiste a choisi son candidat selon ses règles, très bien, dont acte. J'ai dit ce que je voulais là-dessus, je ne conteste pas, mais pour autant, n'est pas épuisé aujourd'hui la grande volonté de changement. Alors, le candidat choisi par 2 millions de votants, en tout cas, c'est Benoît Hamon. Il vous tend la main. Pourquoi ne pas l'accepter? Alors, je vous l'aurais voulu qu'on l'écoute si vous... on va l'écouter parce qu'effectivement, c'était dimanche soir et on l'écoute et on en reparle. Il faudra aussi rassembler la gauche et les écologistes. S'il existe des différences, les idées en partage sont si nombreuses. Jamais les forces de progrès ne perdent à se parler, à construire ensemble. Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes. Alexis Corbière, pourquoi ne pas rejoindre les forces de progrès que vous propose si généreusement Benoît Hamon? Alors, premièrement, juste, je vous donne l'information. Vous avez des nouvelles? Il n'a pas pris contact avec Jean-Luc Mélenchon. Manifestement, il a jugé plus important d'abord d'aller voir Bernard Cazeneuve et de voir... Il avait peur peut-être, non? J'en sais rien, mais enfin, je veux dire, je ne suis pas dupe sur le petit jeu médiatique qui consiste à dire je tends la main tout en ne faisant rien concrètement pour que le débat s'engage. Et en disant, il y en a un qui ne veut pas me parler, alors que je rappelle que Jean-Luc Mélenchon... Donc pas de nouvelles, il ne vous a pas appelé? Voilà, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon même avait déclaré la semaine dernière, avant la victoire de Benoît Hamon, mais que l'on pressentait que rencontrer Benoît Hamon, il avait dit boire un café ensemble, discuter n'est pas un problème. Donc on arrête ces postures. La discussion que nous souhaitons avoir, pourquoi pas aussi avec Benoît Hamon, c'est comment on analyse le moment. L'énergie qu'il a fait gagner est d'abord une énergie qui a sanctionné Valls. Les gens sont venus voter pour battre M. Valls, qui incarnait le plus de toute l'équipe des candidats, le gouvernement en place. Plus une victoire anti-Valls qu'une victoire... Je crois que Benoît Hamon, qui était le moins connu au point de départ, a profité finalement de ce déficit de notoriété pour apparaître comme un homme neuf par rapport aux autres. Mais il est aussi quelque part comptable de ce bilan et surtout on le voit aujourd'hui, il va avoir besoin de recoller les morceaux d'abord du Parti socialiste. Et donc, là, il veut se présenter comme un homme de rassemblement. Ça peut toujours être facile, mais c'est d'abord la division dans son camp qui est en train d'avoir lieu. Si je lis la presse, et j'observe que certains voulant partir du côté de M. Macron, soit d'autres disant, nous, de toute manière, on ne fera pas campagne pour lui. Alors, ça pose un problème dont on va parler, c'est que les candidats de M. Hamon à l'élection législative
sont à 90% ceux qui ont soutenu la politique de M. Hollande et de M. Valls depuis 2012. Donc est-il cohérent que M. Hamon soit candidat pour l'abrogation de la loi El Khomri et d'avoir pour candidate aux élections législatives, par exemple à Paris, Mme El Khomri? Il y a là une contradiction qui va apparaître désormais. Oui. Et il n'a pas encore les clés du PS, donc c'est pas lui qui décide des investitures. Donc comment il fait? Eh ben voilà. Donc, dimanche. Bah oui. D'accord, donc non mais dimanche... Là, vous noyez le poisson, parce qu'en fait... Pardon. Non, mais j'entends bien. Parce qu'avant de regarder le problème dans le camp du Parti Socialiste, le sujet, c'est tendre la main est-ce que vous allez saisir la main de Benoît Hamon s'il vous appelle? En clair, vous dites, les primaires, c'est une bataille d'ego. Est-ce que, la présidentielle, c'est pas non plus une bataille d'ego? Par quelle grâce serait saisi Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il y en a un qui devrait se retirer au profit de l'autre pour que la gauche gagne? C'est ce que dit aujourd'hui une tribune dans le monde des écologistes. La question, une fois de plus, c'est est-ce que... Non, mais je vais vous répondre. Oui. Je vais essayer, du moins. Vous me direz ce que vous en pensez. mais c'est des questions intéressantes. Non, mais franchement, il n'y a pas de... C'est que, est-ce que Benoît Hamon est le candidat du Parti Socialiste? Je crois qu'il l'est désormais, comptable des 577 candidats du Parti Socialiste, n'ayant pas prévu de retirer l'investiture du Parti Socialiste, et notamment avec l'énergie qu'il a portée au pouvoir, ne se reconnaîtra pas demain quand apparaîtra le fait que quand vous votez Hamon, vous votez aussi pour M. Valls, vous votez aussi pour Mme El Khomri. Il va avoir un problème sur sa ligne politique. Et s'il veut discuter avec nous, avec d'autres, moi je n'ai pas de problème de discuter avec Benoît Hamon. C'est quoi les conditions? Déjà qu'il clarifie quel est le programme de Du Benoît Hamon. Parti Socialiste, comme lui a demandé l'écologiste Yannick Jadot. Il a besoin, je crois, et on va voir tout ça ce week-end, etc. D'abord, son programme, il a dit qu'il voulait l'enrichir quand il entend certains qui disent qu'il faut assumer la politique du gouvernement. On voit bien qu'il va avoir une semaine qui va peut-être révéler des contradictions. Et donc, la différence, vous savez, moi j'ai amené le programme que nous avons, l'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon a mis quelques idées dans le débat, notamment le revenu universel, et il a lui-même déclaré au cours du débat qu'en fait, il ne le ferait pas complètement. Donc, vous voyez... Quel est le programme de Benoît Hamon précisément? Nous, on en a un. Il dit qu'il ne le fera pas. Parce qu'il l'a dit. Il a considéré qu'à ce stade, il ne pourrait pas appliquer le revenu universel, qu'il a uniquement parlé d'une mesure pour les 18-25 voilà, 18-25 ans. Ça, c'est pas un revenu universel. Ouais. Nous, on propose une allocation d'autonomie jeunesse que nous portons. Donc, vous voyez, c'est une idée qui était assez confuse, qui a évolué d'ailleurs au cours du débat. M. Hamon a dit que ce serait 530 €, peut-être 750. Moi, ça ne me va pas. Il y a pas... Là, j'aborde un débat. Vous pinaillez pas un peu, là? Oui, visiblement. Pourquoi pinailler? Pinailler parce que, je veux dire, si la gauche veut gagner, il faut qu'elle soit rassemblée. Vous imaginez bien. Moi, je veux bien, mais vous avez... Attendez. Quoi, pour gagner, pas pour aller cueillir des fraises. Attendez, comprenez bien, quand on fait la politique, d'abord, il y a des analyses du moment. Est-ce que le moment est au rejet, aujourd'hui, ce chamboule tout, ce dégagisme que vous avez évoqué, de ceux qui incarnent les politiques menées précédemment? D'accord? Oui ou non? Oui. D'accord. Alors si c'est ça, je crois que le candidat du Parti Socialiste va dans quelques semaines apparaître aux yeux des électeurs comme un homme comptable de ce bilan, à commencer aussi par les candidats aux élections législatives qu'il va soutenir. Est-ce que vous voulez que l'énergie politique que représente Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il veut incarner, doit se dissoudre là-dedans? C'est la discussion que nous voulons avoir. Là-dessus, M. Hamon doit aller un peu plus loin que sa proposition de revenu universel, qui est une proposition que, par ailleurs, je juge dangereuse, ayant en plus des postulats de point de départ avec lesquels je ne suis pas d'accord, notamment la fin du travail, je ne suis pas d'accord. La transition écologique, c'est 1 million d'emplois, 900 000 précisément selon le Sénat. On va parler de ce qui vous rapproche et ce qui vous éloigne. Donc voilà, c'est une discussion politique. Quand on veut parler politique, on parle politique. Peut-être juste une question avant, parce que on parle beaucoup de ce dégagisme. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, lui, 65 ans, deuxième fois qu'il se présente, il est vacciné contre le dégagisme? Mais tout peut arriver. Non, mais attendez, mais le chamboule... Ça ne baisse pas dans les négociations qui vont se faire. Est-ce que les gens... Mais vous avez bien raison. Et les gens, ils veulent dégager ceux qui incarnent le pouvoir en place. Monsieur Sarkozy, monsieur... Donc Emmanuel Macron, il a toutes ses chances alors? Je crois qu'au cours de la campagne passionnante que nous allons vivre, le personnage un peu... pour l'instant, difficile à saisir de M. Macron, va apparaître de plus en plus dans sa réalité. Et sa réalité, je crois qu'on n'échappera pas au fait qu'au bout d'un moment, apparaîtra de plus en plus qu'il a été ministre et lui aussi comptable de la politique de M. Hollande. S'il réussit le coup d'éviter de passer entre les gouttes, je dis chapeau l'artiste, mais quand même, quand on se présente comme étant anti-système et comme étant non pas comptable du bilan de M. Hollande, alors qu'on en a été une pièce maîtresse, ce serait Macron un coup de maître. Qui a quitté le gouvernement, Benoît Hamon, qui a été frondeur, doivent être tenus responsables du bilan du quinquennat Hollande, entièrement? Non, ils sont partis. Pas entièrement. Attendez, qui c'est qui est parti? Benoît Hamon lui a indiqué la sortie, Macron est sorti tout seul. Alors, premièrement, M. Macron, il est sorti dans un moment tactique, d'accord, mais il a été quand même... C'est un homme, c'est l'homme du 49.3. La première loi Macron, elle est adoptée par le 49.3. Et puis on pourra continuer sur d'autres sujets.
Voilà, c'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve avec Alexis Corbière juste après le flash d'info.